Bonjour et bienvenue à ce webinaire spécial combinant les nouveautés des versions 20 R7 et R8. Donc aujourd'hui, nous avons préparé une session passionnante couvrant les dernières et les plus intéressantes fonctionnalités des deux versions. Et à partir de maintenant, nous apportons un changement important. Au lieu d'organiser des webinaires après la sortie des versions, nous les tiendrons durant la phase bêta. Cela signifie que vous aurez un aperçu exclusif des nouveautés avant la sortie officielle. C'est pourquoi nous couvrons R7 et R8 ensemble dans ce webinaire. Passons maintenant à l'ordre du jour. Nous allons commencer par 4D Codely Pro avec des annonces passionnantes et des démonstrations exclusives. Ensuite, nous allons explorer les nouveautés pour les devs avec les dernières améliorations du langage 4D. Puis, nous passerons à deux améliorations de l'interface utilisateur en abordant les listbox et les applications multi-fenêtres. Nous mettrons ensuite en avant les dernières mises à jour de 4D Ride Pro. Et enfin, nous conclurons avec les nouvelles capacités de 4D View Pro. Et tout au long de la présentation, nous allons réaliser des démos pour vous montrer comment ces features fonctionnent concrètement afin de vous donner une vision claire de leur potentiel. Merci Ntissar. Alors, on va commencer par 4D Codely Pro, une fois n'est pas coutume. Vous connaissez tous Codely Studio pour 4D. Ça fait déjà quelques temps qu'on en parle. On est très fiers aujourd'hui de vous annoncer donc, que la bêta de ce produit prendra fin avec la bêta de 4D 20 R8. Alors, Codely Studio pour 4D, ça fait partie d'un ensemble en fait plus large de fonctionnalités et de technologies intégrées directement dans 4D. Nous avons choisi de nommer tout cet ensemble 4D Codely Pro au même titre que 4D Ride Pro et 4D View Pro. 4D Codely Pro offre à votre application 4D un studio web prêt à l'emploi, vous le savez déjà, mais la technologie Codely ne se limite pas à un studio puissant. En plus de ce studio, vous disposez de ce qu'on appelle des Codely Pages, qui sont générés par Codely Studio quand vous travaillez, quand vous designez une page. Et en fait, on obtient une représentation JSON de cette page, avec également les événements, les Codely sources, les comportements que vous y apportez. Les Codely sources, justement, elles vous permettent d'amener les données et les logiques métiers de vos entités sélection ou de vos entités dans votre page sans avoir à écrire de code front-end. Le Codely Renderer, lui, il va donner vie à tout ça dans votre navigateur web, celui de votre utilisateur final, en gérant les requêtes REST et les interactions avec l'utilisateur. Et puis enfin, les custom components, les composants personnalisés, eux, ils vont vous permettre d'implémenter tout composant UI manquant dont vous pourriez avoir besoin. En fait, vous disposez avec 4D d'un éditeur de formulaire pour des applications Windows, Mac, desktop classique, et vous disposez d'un éditeur de page web qui est, Codely Studio pour 4D avec la technologie 4D Codely Pro. Avec tout ça, donc le développement, il est inclus dans votre contrat partenaire à partir du niveau Silver. Le déploiement et l'utilisation des pages finales, eh bien, tout ça, c'est couvert par vos licences 4D clients. Donc, pas de nouveauté par rapport à ça. Comme je l'ai dit, donc la bêta, elle se termine avec la bêta de 4D 20 R8. Donc, c'est maintenant le moment idéal, en fait, pour une démo que vous allez voir très intéressante de Vanessa qui va vous montrer une application Codely qui fait usage de documents 4D Ride Pro. Et donc, on va passer à cette démo. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous montrer comment 4D Codely Pro s'intègre parfaitement à 4D. À partir d'une application web, nous allons générer des documents PDF en utilisant un modèle 4D Ride Pro. Notre application de démonstration permet de créer et de générer des documents dédiés aux entretiens annuels. L'interface web permet aux managers et aux collaborateurs de saisir les informations nécessaires. Par exemple, les objectifs, les aptitudes, les formations, les souhaits et les commentaires. Une fois les données validées et consolidées par les deux parties, le manager peut générer le document au format PDF en cliquant sur le bouton Generate PDF. Un bouton View PDF apparaît alors, permettant de visualiser le document directement dans l'application web.
Enfin, un bouton Download offre la possibilité de télécharger le fichier. Voyons maintenant en détail comment fonctionne la génération de PDF. Regardons la structure. La table centrale Review est reliée à plusieurs tables, telles que Training, Goal, etc. Et nous avons la table Template qui contient plusieurs modèles Cadera Pro reliés à départements. Examinons ces différents modèles. Un premier nommé Classique, un autre nommé Moderne, c'est celui que nous avons utilisé précédemment dans l'application, et enfin un dernier nommé Table, avec une représentation sous forme de table. Créer ou modifier un modèle est simple. Sur la droite, nous avons une liste déroulante qui propose différents éléments à insérer dans le document. Cette liste est basée sur un fichier JSON nommé WP Expression, qui contient les noms affichés et les formules associées. Ainsi, lorsqu'un élément est sélectionné, la formule adéquate s'insère automatiquement dans le document. Il est également possible d'intégrer des tableaux pour afficher des listes comme les compétences ou les objectifs. Grâce au Table Wizard, créons un tableau dédié aux compétences, Skills. Nous conservons les colonnes proposées par défaut. Donc on a les formules thesystem.name, .score.name et .score.code. Les paramètres de configuration du wizard sont enregistrés dans le dossier WP Template, notamment dans le fichier skill.json pour la table skill. Nous ajoutons l'option Summary et insérons une formule pour avoir le nom du groupe. Enfin, nous insérons le tableau dans le document. Recalculons les formules. Et enfin, afficher les données. Voilà, notre modèle est prêt. Maintenant, regardons côté code. Dans la classe Review Entity, nous avons trois fonctions principales permettant de créer notre document PDF. La fonction createContext met en forme l'objet contenant les données destinées au document Cadera Pro. La fonction GenerateDocument crée le document RaiPro, crée le contexte, récupère le modèle correspondant au service du collaborateur, donc on passe par Review, Employee, Department and Template. On applique le contexte et on recalcule les formules. Ensuite, la fonction GeneratePDF permet de générer la version PDF du document Cadera Pro. Elle est accessible depuis l'application Codely grâce à l'option Expose. Pour ce faire, elle appelle la fonction GenerateDocument, exporte le document en PDF à l'aide de WP Export Variable et enfin sauvegarde le fichier PDF dans la base de données. Et voilà pour la partie 4D, c'est une approche simple et efficace. Passons maintenant à l'intégration dans Codely Studio. Voici notre liste de review. La Codely Source Selected Review contient l'entité sélectionnée. Le bouton Generate PDF déclenche un appel à la fonction selectedreview.generatePDF. Ensuite, nous avons le widget PDF Viewer. Il s'agit d'un composant personnalisé disponible sur le compte GitHub de Codely qui permet d'afficher un PDF directement dans la page web. Ce widget utilise la data source selectedreview.document.pdf pour afficher le document généré. Enfin, nous avons le bouton Download PDF. Ce composant personnalisé permet de télécharger un fichier. Il est également disponible sur GitHub. Comme pour le widget PDF Viewer, il est aussi associé à la data source selectedreview.document.pdf. Revenons à notre application. La liste des boutons disponibles est différente selon la revue sélectionnée.
Pour cela, nous utilisons les états pour gérer les conditions d'affichage des boutons, comme Read-Only, Read-Only PDF et Read-Only View PDF. L'affichage des éléments repose sur leurs propriétés display ajustées entre bloc, flex ou node. Regardons pour la zone PDF Viewer. La stybox est définie à l'état display None. Les règles de gestion des états sont définies dans le panneau des conditions. Par exemple, pour Read Only, nous vérifions les conditions Selected et Is Read Only. Pour Read Only PDF, nous vérifions Selected with PDF et Is Read Only. Il s'agit de conditions sauvegardées afin d'être réutilisables dans plusieurs états. Selected vérifie que Selected Review n'est pas nul, mais que le Selected document.pdf est nul. Is Read Only vérifie que Selected is Read Only est vrai. Is Read Only est un attribut calculé qui retourne en fonction du statut et du poste, true ou false. Donc retournons à l'état Read Only. Nous avons bien choisi et donc les deux conditions sauvegardées, Selected et Is Read Only que nous venons de voir. Afin de sécuriser la génération des documents, un mécanisme de privilège a été mis en place. Un privilège nommé Generate PDF contrôle l'accès aux données sensibles nécessaires pour générer le document. Ce privilège donne un droit de lecture sur les data classes départements et templates indispensables pour récupérer le modèle RaiPro. La fonction Review Generate PDF est configurée avec l'option Promote. Cela lui permet de s'exécuter sur le serveur en bénéficiant temporairement du privilège Generate PDF, garantissant ainsi un accès sécurisé aux données restreintes. Que ce soit pour générer des contrats, des notes de frais, des factures ou tout autre document basé sur des modèles, le duo 4D Rai Pro et 4D Codely Pro vous offre une solution simple et intégrée. Nous espérons que cette démonstration vous aura inspiré et donné de nombreuses idées pour vos futures applications. Cette application que Vanessa vient de vous montrer, elle est vraiment très riche et ça tombe bien puisque donc à la suite de l'annonce de la fin de bêta de 4D Codely Pro que nous avons publié hier, on va publier toute une série d'articles sur comment Vanessa a pu a pu construire cette application qui est très riche. Elle fait usage de 4D Ride Pro avec des modèles. Elle a toute une partie web faite avec Codely et des droits d'accès, comment dire, des mécaniques d'authentification, etc., etc. Donc, vous aurez de quoi vous en inspirer. Et bien évidemment, on a la question dans le panel de questions-réponses. Bien évidemment, le code de la démo sera récupérable. Donc, restez branchés sur le blog. Vous aurez tout ça très rapidement. J'en profite. On va passer aux questions-réponses. On a quelques questions déjà. Donc, la démo est-elle récupérable? Oui, je viens de répondre. Enfin, elle le sera dans moins de quelques jours. Question dans 4D Codely Pro, y a-t-il un débugger? Oui, alors en général, quand vous allez travailler avec 4D Codely Pro, c'est le débugger de 4D qui va se déclencher quand vous travaillez. Après, vous avez une option de travailler avec un serveur et là, vous pouvez de mémoire utiliser comment dire, un débugger à distance. Peut-on faire du Codely avec une développeur édition? Il vous faut un contrat partenaire Silver pour utiliser Codely Studio. On avait quelques questions techniques je pense, c'est un petit peu hors contexte là, mais je pense que c'est sur les modèles 4D Ride Pro. Y a-t-il un attribut version pour la gestion des évolutions? Pour être un peu plus précis dans la question, mais au pire, on a Roland qui est là, qui pourra vous répondre sur ça.
Alors, on passe à la partie développeur. On va commencer par la certification des systèmes d'exploitation. Microsoft a lancé Windows Server 2025 en novembre 2024. Donc, 4D a mis à jour la certification des systèmes d'exploitation pour assurer une compatibilité optimale. Alors, ça signifie que vous pouvez déployer vos applications 4D sur la dernière plateforme Windows Server en profitant de ses performances et de ses fixes de sécurité qui les accompagnent. Euh, Vraiment, pour avoir l'info complète sur quelles sont les versions de 4D certifiées pour quel système d'exploitation Apple et Microsoft, vous avez dans le lien du blog le petit tableau habituel. Ce qu'il faut retenir, c'est que 4D 20R8 et 4D 20.6 LTS sont toutes deux certifiées pour macOS 15 Sequoia, pour Windows Server 2025, ainsi que pour Windows 11, la dernière version 24 HD. Voilà, je ne vais pas m'étendre davantage sur ce sujet. On va passer à de l'amélioration de vérification syntaxique. Alors ça, c'est une amélioration importante dans 4D20R8. Vous allez pouvoir donc associer une classe à un formulaire. Ça va vous offrir une expérience de développement plus robuste et sans erreur. Donc, en associant une classe à un formulaire, l'objet renvoyé par la commande form est maintenant typé. Et ça change tout. L'éditeur de code va vous offrir une saisie semi-automatique pour la commande form. Donc, en tapant form.quelque chose, vous allez obtenir des suggestions pour toutes les propriétés et les fonctions déclarées dans la classe associée à form. Et ceci, ça va vous réduire les erreurs de codage, les fautes de frappe, etc. Vous obtenez une vérification de syntaxe en temps réel, donc dans l'éditeur de code, je l'ai dit, lors du développement, mais aussi dans la liste des propriétés. Donc, ce retour d'information immédiat vous aide à identifier les erreurs, va vous donner des avertissements, et ça, au tout début de votre processus de développement. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder une démo sur ce point-là. Ce sera plus parlant. Découvrons une nouvelle amélioration qui va rendre votre développement encore plus fluide et sécurisé, la propriété form class. Avec cette nouveauté, vous pouvez maintenant typer l'objet retourné par la commande form, ce qui apporte des avantages immédiats en matière de validation et d'autocomplétion. Prenons un exemple concret. J'affiche une entity sélection dans une listbox. J'ouvre l'entité sélectionnée dans un dialog de saisie. Je peux alors la modifier et la sauvegarder. Côté code, nous retrouvons l'entité sélectionnée dans la variable form.currentItem, puis nous passons à la commande dialog l'entité sélectionnée. Jusqu'ici, rien de nouveau. Regardons maintenant ce qui change avec la propriété form_class. Dans mon formulaire, je définis cette propriété avec la classe personEntity. Si on regarde la structure, on trouve deux attributs, lastName, firstName. Pour le champ firstName, on a utilisé form.firstName. Pour lastName, form.lastName. Maintenant, imaginons que je fasse une erreur en tapant le nom d'attribut. Instantanément, une erreur est signalée, évitant ainsi toute mauvaise surprise. Cette vérification est aussi disponible dans la méthode du formulaire avec une autocomplétion intelligente. Lorsque je tape form, les attributs firstName et lastName sont proposés, ainsi que toutes les fonctions applicables à une entité. Si j'affecte une valeur numérique à mon attribut de type texte, l'éditeur affiche une erreur. Maintenant, faisons à nouveau une erreur dans le nom de l'attribut. J'ai bien une erreur qui s'affiche. Et ce n'est pas tout. Cela fonctionne également avec les classes utilisateurs, rendant l'écriture du code plus simple, plus rapide. Nous allons continuer. Après cette belle feature, en voilà une autre qui a été très, très, très demandée depuis pas mal de temps. Donc, je veux parler de la classe TCP Connexion que nous avons introduite dans 4D20R8. Donc, cette classe moderne et orientée objet, elle remplace les commandes comment dire, Internet 4DIC traditionnelles de 4D.
Elle vous offre une gestion asynchrone du réseau pour des connexions plus efficaces et évolutives. Avec TCP Connexion, vous pouvez établir une communication directe avec des serveurs externes, des imprimantes, des caisses enregistreuses ou des dispositifs industriels. Elle prend en charge l'envoi, la réception de données binaires via des événements. Elle garantit donc des interactions très réactives. Alors là, on parle de la partie client. La partie serveur, elle est en cours de développement. Elle sera très bientôt disponible dans une future version de 4D, mais le travail est en cours. Et je vous propose une petite démo de Nicolas sur ce sujet. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Alors, j'aurais aimé pouvoir rentrer dans le code, mais malheureusement, je vais me faire taper sur les doigts car ça prendrait 10 fois le temps d'une petite démo. Donc, en lieu et place, je vais plutôt me focaliser sur un exemple d'utilisation. Donc, effectivement, la classe TCP Connexion vous permet donc de gérer des connexions TCP vers des serveurs distants en utilisant une syntaxe orientée objet et des retours asynchrones donc de gestion des événements. Là, je vous présente donc le HDI, qui est une version, je dirais, de domotique, un HDI de domotique. Donc, vous voyez une maison au milieu et tout autour des appareils, différents appareils, donc comme une lampe ou la température, ce genre de choses-là. Chaque appareil est représenté par un serveur, donc je vais démarrer les serveurs. Donc ça, c'est purement derrière. Et ensuite, je vais cliquer sur la lampe et je vais me connecter. Donc là, en fait, je suis connecté au serveur qui me permet d'accéder à des informations, de pouvoir activer ou désactiver ma lampe. Donc, vous voyez, par exemple, maintenant, elle est allumée alors qu'elle était éteinte. Et je peux me déconnecter du serveur. Donc, tout ça passe par la classe TCP Connexion, qui envoie donc des messages, qui se connecte, envoie des messages pour piloter le serveur. D'ailleurs, je peux me reconnecter pour vous montrer quelque chose, c'est que le serveur a conservé toutes les informations. Comme vous pouvez voir, la lumière est toujours allumée. Je peux aussi me connecter à d'autres appareils, donc à d'autres serveurs, comme par exemple la température. Donc là, si je me connecte, je vais pouvoir voir la température qui fait chez moi, en degrés Celsius, hein, parce qu'on est français. Et bah, je vais pouvoir, par exemple, activer le chauffage parce que je trouve qu'il fait quand même un petit peu froid. Et derrière, ben, je vais pouvoir voir que la température monte. Bon, c'est assez simple, hein, la température monte d'1 degré à chaque fois. Bon, vous allez me répliquer que ça prouve pas grand-chose parce que là, c'est purement visuel. Donc, je me permets aussi de vous montrer le log qui est généré. Donc, à partir de... Ah mince, mon log est pas bien centré. Désolé pour ça. Alors, attendez, je vais vous le mettre bien. Donc voilà, là vous pouvez voir le log qui est généré. Donc on voit que je me suis connecté au serveur de lumière. J'ai récupéré des informations sur l'état de la lumière. Je l'ai activé, je me suis déconnecté, reconnecté. Et ensuite, je me suis connecté à la température pour récupérer. Ah, mais c'est pas possible, c'est l'autocomplétion, désolé. Pour récupérer des informations sur la température et activer le chauffage. Donc voilà. Le but, c'était de vous montrer rapidement ce qu'on peut faire avec la nouvelle classe TCP Connexion. Bien évidemment, je vous engage à regarder le HDI et le code qui se trouve dessus, qui vous permettra donc de pouvoir faire ça très facilement. Ça, ce genre de démo, vous la retrouverez dans le blog, et dans l'article correspondant. Et on va passer donc maintenant à une nouvelle fonctionnalité de 4D 20R7 qui rend le développement d'applications web encore plus puissant. Je veux parler de la classe Outgoing Message qui va vous permettre d'implémenter des téléchargements de fichiers ou un support des données binaires dans les réponses REST, dans les requêtes REST. Elle va permettre aux développeurs d'envoyer par exemple des fichiers PDF, des images ou tout autre type de contenu sans grand effort.
De plus, avec le nouveau mot-clé onHTTPGET, donc à mettre devant fonction, vous allez simplifier les interactions avec l'API en activant en fait des requêtes GET. On va voir tout ça après dans une très belle démo. Donc concrètement, ça signifie pour vous une expérience plus fluide, hein, et plus intuitive, et puis pour vos utilisateurs, pour vos utilisateurs, et puis moins de solutions de contournement pour vous, les développeurs. Pas beaucoup ici d'exemples de code, on va les voir dans la démo. Et la démo, on va la combiner avec ce qu'on appelle les request handlers, donc ou les HTTP handlers. C'est une autre nouvelle fonctionnalité, mais cette fois-ci dans 4D20 R8. Les HTTP handlers, ils offrent aux développeurs un contrôle précis sur les requêtes web entrantes, cette fois-ci, et non sortantes, juste avant. Et on va s'aligner en cela directement, parfaitement avec des architectures d'applications web modernes. Le premier avantage est que vous allez pouvoir désormais mettre en œuvre une gestion granulaire des requêtes. Vous pouvez définir en fait, une logique métier spécifique pour des patterns d'URL distincts, patterns entrants, ce qui permet une base de code plus modulaire et organisée. Cela élimine le besoin d'instructions case-off dans la méthode de base en web connection, enfin sur connexion web, et ça va rationaliser en fait votre code en améliorant la maintenabilité. De plus, ces HTTP handlers, ils facilitent la redirection transparente vers ou depuis des pages Codely. Une telle intégration, elle permet une expérience utilisateur en fait plus dynamique et réactive. En tirant parti des HTTP handlers, vous obtenez un contrôle affiné sur le comportement de vos applications web, ce qui conduit à un traitement plus efficace des requêtes et à une expérience utilisateur plus robuste et plus sécurisée. On va pouvoir découvrir ensemble ces deux fonctionnalités avec une démo de Marie-Sophie. Merci Mathieu. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, une expérience utilisateur fluide et intuitive est la clé du succès de toute application web. Un élément essentiel de cette expérience consiste à fournir aux utilisateurs un accès facile à diverses ressources, qu'il s'agisse de documents, d'images ou bien d'autres types de données. C'est pourquoi la nouvelle classe Outgoing Message offre maintenant un avantage considérable. Pour commencer, on a une data class product avec une fonction convert to picture qui génère une image à partir d'un texte donné. Donc cette fonction prend en paramètre le texte à afficher dans l'image, le nom de la police à appliquer et la taille requise pour l'image. Et cette fonction renvoie un objet instance de la nouvelle classe Outgoing Message. Cette classe possède entre autres deux attributs, donc le body et les headers. Donc, le body reçoit l'image que l'on a générée et le header est un objet dont la propriété content type spécifie le type de contenu qu'on a mis dans le body. Donc ici, on met image JPEG. Jusqu'à présent, les appels de fonctions order via le serveur REST devaient être effectués à l'aide du verbe post. Cela était nécessaire pour des raisons de sécurité, afin d'éviter l'exécution de code sensible par le biais d'un simple clic sur un lien. Cependant, le post ne correspond pas toujours forcément à l'expérience utilisateur que vous souhaitez offrir, donc ces fonctions peuvent désormais être appelées avec ce nouveau keyword, ce nouveau mot-clé onHTTPGet que vous pouvez placer devant la fonction. Et donc la fonction sera appelable avec le verbe get. On peut passer des paramètres à cette fonction avec le paramètre $params qui doit être formaté comme une collection JSON. Donc ici, on a mis le texte et la police. Donc si je copie cette URL dans un navigateur, donc on obtient l'image générée et on voit que grâce à cette nouvelle classe Outgoing Message, le serveur REST peut désormais fournir directement du contenu web entièrement formaté et prêt à être traité par le navigateur. On peut essayer la deuxième URL, donc avec un texte différent et une autre police. Donc, on la copie dans le navigateur et on obtient donc une autre image. Donc, on voit bien que ces instances de la nouvelle classe Outgoing Message sont bien reconnues comme du contenu web et peuvent être traitées dynamiquement par n'importe quel navigateur. Donc, c'est la fin de cette démo pour la classe Outgoing Message et on va pouvoir passer donc à la démo pour les handlers.
Avec les HTTP handlers maintenant disponibles pour le serveur HTTP de 4D, vous pouvez définir avec précision la logique métier à déclencher pour des patterns d'URL spécifiques. Ces handlers doivent être configurés dans un fichier, dans le fichier http handlers.json que l'on va ouvrir. Donc ce fichier est dans le répertoire Project Sources. Donc on édite le fichier. Ce fichier contient une collection d'objets au format JSON et chaque objet représente un handler avec plusieurs informations. Donc, la première information, c'est le pattern d'URL géré, ensuite le verbe HTTP utilisé, puis le couple classe de singleton et fonction où la logique métier à effectuer est implémentée. Donc, dans cet exemple, lorsque le serveur HTTP reçoit une requête qui va commencer par /document list avec le verbe get, la fonction handler du singleton file handling est exécutée. Donc, si on regarde le code de cette fonction, on voit qu'elle reçoit une instance de la nouvelle classe incoming message. Cet objet représente la requête reçue et permet d'accéder à plusieurs informations sur la requête, en particulier la collection URL path qui fournit toutes les parties de l'URL. Donc, dans cet exemple, si l'URL ne contient qu'une seule partie et que cette partie est document list, alors la fonction boucle sur les fichiers qui sont dans le répertoire documents. Un texte HTML est généré qui contient une liste de liens href qui pointent vers des URL au format /download plus le nom du fichier. Et de nouveau, une instance de la classe outgoing message est renvoyée en résultat à la fin de la fonction. Le texte HTML généré est placé dans le body de la réponse et l'entête content type spécifie que la réponse est un contenu HTML. On peut effectuer un premier test en copiant cette URL dans un navigateur. Donc, on voit qu'on obtient bien une liste de liens href qui pointent vers des URL préfixées par /download. Ensuite, on va regarder ce qu'il y a dans le deuxième handler. Donc, c'est le même handler, même singleton et même fonction qui traite les URL qui commencent par /download. Donc, si on analyse ce code, on voit que si l'URL ne contient qu'une seule partie et que cette partie est download, alors la fonction va maintenant utiliser l'attribut URL query fourni dans la requête. C'est une propriété qui contient tous les paramètres passés dans l'URL. Et notamment, ici, ce qui nous intéresse, c'est l'attribut name, le nom du fichier que l'on a demandé. Ce fichier que l'on a demandé, donc, il est récupéré avec son contenu dans le répertoire Documents. Le header approprié est préparé en fonction du type de fichier. Et enfin, le contenu du fichier est placé dans le body de la réponse avec le header approprié que l'on a préparé. Donc, on peut effectuer un test en retournant dans le navigateur. Donc, si on essaye d'obtenir une image qui est au format PNG, donc on clique sur le lien, on voit qu'on peut récupérer cette image. On peut ensuite essayer avec une autre image au format JPEG. Donc, pareil, on clique, on récupère l'image et on peut effectuer un dernier test sur un document PDF. Et on voit qu'on récupère bien le document PDF. Donc, le HowDoI qui est fourni avec le blog post correspondant vous permettra de découvrir toutes les propriétés de cette nouvelle classe Incoming Message et également tout ce que vous pouvez faire grâce à ces HTTP handlers. Sachez aussi que ces handlers peuvent également être utilisés pour gérer des redirections sur des pages. Et c'est donc la fin de cette démo. Je vous remercie de l'avoir suivi et je te rends la parole. On va continuer donc toujours dans
la section à destination des développeurs. Cette fois-ci, on va parler du gestionnaire de composants, gestionnaire de dépendance en fait. Avec 4D20R8, l'intégration de composants tiers depuis GitHub est rendue encore plus simple, mais en tout cas plus simple que jamais. Vous pourrez gérer, vous pouvez gérer et mettre à jour directement vos composants dans le gestionnaire de dépendance avec des vérifications automatiques de version pour garantir que vous utilisez toujours la dernière mise à jour. La dernière mise à jour ou la bonne version. Parce que les nouvelles options de mise à jour, donc manuelles ou groupées, elles vous offrent un contrôle total de vos dépendances, tandis que des règles personnalisables vous permettent de privilégier par exemple la stabilité ou bien des versions spécifiques en fonction des besoins de votre projet. Je vais vous le montrer, ce gestionnaire de dépendance, il est assez récent dans 4D, mais il arrive bientôt à maturité et on va vous le montrer avec une démo de David. Bonjour à tous, donc on poursuit cette présentation avec le gestionnaire de dépendance et je vous propose une démo dans laquelle je vais vous montrer donc comment ajouter un composant externe avec une version spécifique, donc un composant disponible sur GitHub. Et ensuite, dans un deuxième temps, on verra comment mettre à jour ce composant avec la dernière version, et tout ça en seulement quelques clics. Donc je vous propose ici d'ouvrir le gestionnaire de dépendance qui se trouve ici. Et donc, on voit qu'il y a déjà un certain nombre de composants installés par défaut, des composants 4D. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est d'aller venir chercher un composant sur GitHub, donc ce composant 4D macro qui est disponible avec un certain nombre de releases ici. Donc on a 7 releases. Et donc volontairement, on va donc utiliser dans un premier temps cette version-là, la 1.0.2. Voilà, donc on retourne ici sur notre gestionnaire de dépendance, on vient ajouter une dépendance ici, et on a ici donc les règles de dépendance. On va pouvoir ici mettre la version que l'on souhaite charger dans notre projet, je l'ajoute, et il me suffit ici de faire un redémarrage comme demandé ici. Donc je viens dans le petit bouton mort ici, cliquer, et demander un redémarrage. Donc après le redémarrage, on voit que le composant est bien installé avec la bonne version. Maintenant, imaginons que vous souhaitez utiliser la dernière version du composant. Donc pour ça, on va pouvoir éditer la dépendance ici et changer la version exacte par la latest, la dernière. Et on clique Apply ici. Et on va voir encore une fois qu'on nous demande un redémarrage. Donc ici, pour vous montrer que les vérifications de mise à jour fonctionnent, ici dans le menu, on a un nouvel item qui va nous permettre de vérifier les mises à jour. Donc ici, il réfléchit et on attend qu'il finisse de nous remonter la mise à jour, donc 1.03 normalement. Et voilà, donc on a bien une mise à jour qui est disponible en 1.03. Voilà, donc on va pouvoir demander une mise à jour de la dépendance au prochain redémarrage. Voilà, donc on a bien la 1.03 qui a été installée, et on peut aller vérifier ici, dans l'Explorer, on a bien le composant qui est installé, prêt à être utilisé. Voilà, donc j'espère que cette démo vous a plu et qu'elle vous permettra d'optimiser le chargement. Passer maintenant donc, à d'autres nouveautés. Avec 4D20R8, on a franchi une nouvelle étape en abordant un défi clé partagé par nos développeurs. Alors, lors du développement, les applications sont en général construites en mode single user. Et dans ce mode, les sessions n'existent pas. Et ça crée un obstacle pour tester les fonctionnalités liées aux sessions, à l'objet session notamment. Car les développeurs doivent en fait déployer leurs applications sur un serveur uniquement pour vérifier leur travail. Pour surmonter cela, à partir de la version 20R8, nous avons introduit des sessions simulées pour le développement, donc dans ce mode. Et ces sessions simulées, elles permettent en fait aux développeurs de tester facilement et efficacement les fonctionnalités dépendantes des sessions sans avoir besoin d'une configuration serveur.
On n'a pas de démo pour ce sujet-là, parce qu'on a énormément de sujets dans ce webinaire, mais allez voir le blog post concernant cette fonctionnalité-là. On va parler maintenant du typage direct, direct typing en anglais. C'est une fonctionnalité puissante introduite avec 4D20 R7 et elle impacte la déclaration et le typage des variables en les rendant plus simples, plus rapides et efficaces. Le principal changement, c'est que ce typage direct supprime le besoin des méthodes compiler et vous pouvez désormais déclarer des variables process et interprocess directement dans le code. Qu'est-ce qui change? Donc, comme je l'ai dit, plus besoin d'utiliser les méthodes compiler. La syntaxe declare, elle devient obligatoire pour déclarer les paramètres de méthode. Et les commandes de compilateur comme ctext, clongint, etc., elles doivent être remplacées par le mot-clé var. Les avantages, c'est que donc, les variables process et interprocess, elles peuvent être définies à l'endroit le plus logique dans votre code. Et autre avantage, c'est que le compilateur récupère automatiquement les prototypes de méthodes directement depuis, par exemple, le code du composant. Et donc, plus besoin de compiler les composants lors de la compilation d'un projet. Alors, une petite remarque, pour les projets existants, ce mode direct typing il peut être activé ou non dans les options de compilation. Ça vous permettra une transition en douceur. Pour vous aider à convertir ces commandes de compilateur vers une syntaxe de déclaration de variables, on vous a mis à disposition une macro 4D sur GitHub. Vous pouvez y accéder via le lien affiché sur cette slide. Et je ne m'étends pas plus sur ce sujet. Avançons, leur tourne. Parlons maintenant du débugger de 4D, puisqu'à partir de 4D20R8, le débugger a été mis à niveau pour rendre votre expérience de débugage plus efficace et plus conviviale. Cette mise à jour, elle se concentre sur l'enregistrement des paramètres définis par l'utilisateur, la simplification de la gestion et de la réutilisation des expressions. Et puis, on a procédé à une refonte graphique générale. Pour vous, les principaux avantages, c'est que les expressions sont enregistrées automatiquement, donc plus besoin de les ressaisir. Elles sont enregistrées et elles sont prêtes à chaque fois que vous revisitez votre code. Vous pouvez garder les expressions importantes toujours visibles, peu importe où vous êtes dans le code, parce que maintenant, vous pouvez les épingler. Et vous pouvez choisir entre visualiser juste les variables locales, les variables spécifiques à une ligne, ou bien vos propres expressions personnalisées, ça pour un débugage plus précis. Enfin et surtout, donc, je l'ai dit, l'interface utilisateur elle a été revisitée, elle offre un nouveau design plus élégant, plus intuitif, et puis tourné donc vers la productivité. On va passer à une démo de Fabrice. Dans cette démo, je vais vous montrer les dernières améliorations du débugger 4D dans la version 20R8. Pour commencer, on va lancer cette méthode d'exemple. Et là, on voit tout de suite des changements. Le plus évident étant les nouvelles icônes qui ont été redesignées et changées de place pour être mis au milieu de la barre de titre. Mais pas d'inquiétude, toutes les fonctionnalités sont toujours présentes, sauf le bouton enregistrer, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Pour l'instant, on va s'intéresser à ce nouveau bouton qui permet d'accéder au menu de gestion des expressions que vous connaissez déjà, avec ce menu en plus, Display, qui permet d'accéder à 3 modes d'affichage pour les expressions, que sont local variable, line expression et expression. Pour l'instant, le mode d'affichage expression est sélectionné, ce qui correspond à l'affichage habituel que vous connaissiez jusque-là dans le débugger. On va sélectionner line expression et on va voir ce qui se passe dans la zone expression. Comme vous pouvez le voir, les expressions disponibles sur la ligne en cours s'affichent automatiquement. Ici, par exemple, on voit vname qui est actuellement indéfini. Lorsque la ligne s'exécute, on voit que vname est défini sur une chaîne vide. Ensuite, en exécutant la ligne d'affectation, regardez bien, on voit que la zone d'expression s'est mise à jour et montre ce qui est disponible sur la ligne en cours avec les variables $start et $end. Cela rend très facile de suivre l'exécution en avançant pas à pas dans le code. Maintenant, si vous préférez voir toutes vos variables locales d'un seul coup, il suffit de basculer sur l'affichage variable locale.
Avec cette vue, vous pouvez accéder à toutes les variables locales déjà déclarées à tout moment pendant l'exécution. Ici, par exemple, on voit qu'il n'y a pas encore eu de variable locale de déclarer, donc dans l'expression, il n'y a rien d'affiché. Maintenant, si on exécute la ligne en cours qui va déclarer $start et $end, on voit qu'automatiquement, elles ont été remplacées, ajoutées dans la zone d'expression. De même, si j'exécute la ligne suivante, on voit que num1 a été ajouté automatiquement avec sa valeur par défaut 0. Mais que faire si vous voulez vous concentrer sur une expression spécifique? Imaginons que je veuille garder un œil sur vname, peu importe où je suis dans le code. J'ajoute alors vname en tant que custom expression. Et maintenant, même en naviguant dans le code, vname reste toujours visible. Allons encore un peu plus loin. Si on entre dans une autre méthode, on peut voir que toutes les expressions ont disparu. Mais si je veux garder vname visible tout au long du processus d'exécution, dans ce cas-là, on va utiliser la nouvelle fonctionnalité d'épinglage ici. On va cliquer sur la petite épingle. Et maintenant, si on retourne dans la méthode callMethod, on voit que vname est toujours présente. Cette fonctionnalité d'épinglage remplace l'ancienne option tout enregistré en vous permettant en plus de choisir facilement les expressions que vous gardez. Pour résumer, le débugger 4D dans la version R8 propose maintenant une nouvelle interface revisitée avec une meilleure organisation, plus de contrôle sur les expressions affichées et une nouvelle fonctionnalité d'épinglage pour garder vos expressions critiques toujours visibles. On espère que cela vous simplifiera vos séances de débugage. Merci d'avoir regardé, à bientôt. On va reprendre. Voilà, allons-y. On va continuer donc avec des améliorations dans 4D NetKit. Amélioration, tout d'abord dans la gestion des emails avec l'API Gmail, donc avec 4D 20R7. Ça, c'était une demande sur le forum. On a mis à jour la fonction google.mail.getLabelList pour vous permettre de récupérer rapidement le nombre d'emails non lus ainsi que les propriétés des labels. En utilisant l'attribut withCounters, vous pouvez obtenir des compteurs de messages et de fils de discussion non lus pour plusieurs labels en un seul appel. De même, nous avons amélioré la fonction IMAP Transporter GetBoxList afin que vous puissiez récupérer le nombre d'emails non lus et les propriétés des boîtes mail pour plusieurs boîtes également en un seul appel. Autre évolution de 4D NetKit, dans 4D 20R8, nous avons ajouté une autre fonctionnalité puissante. Cette fois-ci, c'est l'accès aux informations utilisateurs de Google. Avec une intégration ROS2 qui est déjà présente depuis longtemps, vous pouvez maintenant rapidement extraire les détails sur l'utilisateur actuellement authentifié à l'aide de google.user.getCurrent, y compris son nom, son adresse email, etc. Vous pouvez également récupérer des profils et des contacts de domaine avec google.user.list ou obtenir des détails d'un utilisateur spécifique. On va vous montrer ça avec une démo, toujours de Fabrice. Bonjour à tous. Dans cette démo, on va récupérer les informations d'un utilisateur connecté à son compte Google pour les afficher dans un dialogue d'alerte grâce à 4D NetKit. Tout d'abord, lançons cette méthode d'exemple. Ici, on remplit un objet crédential dans lequel on va regrouper toutes les données nécessaires pour lancer l'authentification Google. Pour ça, j'ai créé en amont une application dans Google Cloud qui me permet de récupérer le client ID ici et le client secret ici. Maintenant, continuons l'exécution et récupérons les données de l'utilisateur avec la méthode user.getCurrent. Tout d'abord, comme nous ne sommes pas encore identifiés, lorsqu'on va lancer la méthode getCurrent, l'interface de connexion va être automatiquement ouverte par la fonction. Donc là, on s'authentifie.
Une fois authentifié, on peut voir ici dans la variable user que la fonction a retourné un objet contenant les informations de l'utilisateur connecté. Par exemple, ici, on retrouve l'adresse email du compte authentifié. Dans le reste du code, je m'en sers pour afficher un message de bienvenue à l'utilisateur qui vient de se connecter. Et voilà, on vient de voir comment en seulement quelques lignes de code, on peut récupérer les données d'un utilisateur Google grâce à 4D NetKit et les réutiliser dans une application très facilement. Merci à tous et à bientôt. On continue. Alors, on a terminé avec les nouveautés spécifiquement liées au développement. On va passer rapidement en revue les questions. Il y a eu beaucoup de mouvements sur les questions. Qu'est-ce qui n'a pas encore été commenté? Est-ce qu'on peut surclasser les classes qu'on a vues dans les formulaires? Alors non, la réponse est non. Merci Vanessa. Forme est une commande qui retourne l'objet que vous avez passé avec la commande dialogue ou que vous avez créé et rempli dans votre formulaire. Pour le moment, on ne peut pas non plus affecter cette classe par programmation. C'est peut-être une demande qu'il faudrait faire dans le forum. On nous demande également des exemples qui permettent de démarrer Codely à partir de zéro. Alors, Vanessa a partagé une série de posts de notre blog. Je vous recommande d'aller regarder l'article que j'ai publié hier, où je vous remets toute une série de contenus intéressants qui vous permettront de démarrer tranquillement avec Codely. Et puis, n'hésitez pas à nous interpeller sur le forum. On vous répondra. Quel type de classe peut-on associer à un formulaire? Toutes les classes Orda et utilisateur. Pour les HTTP handlers, la question est est-ce que c'est 4D qui gère le singleton? En fait, vous pouvez brancher le singleton que vous voulez. C'est vous qui écrivez le singleton et vous l'implémentez dans 4D. Vous implémentez aujourd'hui dans 4D des singletons déjà depuis quelques releases. Des questions sur HTTPS, Core, SSL. Bon, Marie-Sophie a répondu. Je vais assez vite parce qu'il nous reste très peu de temps. Est-il prévu une assistance à la migration pour R8? Là, je pense que c'est pour le direct typing. Donc, Vanessa a rappelé le lien vers le composant GitHub, oui, c'est ça, la macro, pardon, GitHub pour faire ces conversions. Je vais nettoyer un peu. Il y a eu pas mal de contenus et de blogs qui ont été partagés. On va nettoyer ces questions-là. Merci pour les gens qui partagent du contenu. Ça nous aide. J'ai bien noté que vous aviez du mal à lire les exemples de texte. On fera mieux la prochaine fois. C'est promis. C'est promis. Ça, on est bon. On est bon. Beaucoup de questions. Voilà. On nous remercie pour la gestion des composants. De rien. Voilà. Doit-on anticiper l'abandon de la syntaxe du langage 4D en français? Pas plus que ça. On n'a pas de plan particulier pour ou contre cette syntaxe. Voilà. Contre, avec Orda, vous codez de moins en moins en français de toute façon. Filtrer les noms de variables et également sur les valeurs. Faites-nous une demande. Si on vous présente les fonctionnalités, si vous voulez en demander, allez sur le forum pour nous faire des demandes de nouvelles fonctionnalités. Voilà, on a plusieurs fois la même question. Comment peut-on traduire handler? Alors en français, ce serait un gestionnaire. Euh, Est-il prévu d'intégrer un gestionnaire guide dans l'IDE 4D? Ça n'est pas prévu actuellement, là, au moment où on se parle. Ce n'est pas un sujet sur lequel on travaille. Vous pouvez utiliser en parallèle dans un projet 4D, vous pouvez utiliser à côté VS Code ou n'importe quel client Git. Vous le fera, mais aujourd'hui, on
n'a pas prévu d'intégration particulière dans l'IDE 4D, mais si c'est quelque chose d'important pour vous, demandez-le sur le forum. On travaille beaucoup en fonction de ce que les clients nous demandent. Je peux voir toutes les classes dans le debugger. A priori, oui. Je ne vois pas pourquoi on ne verrait pas d'autres classes. On va continuer. Je vais laisser la parole à Intisar. On a un petit peu de retard sur le planning, mais on Ouais. arrive quand même à la fin. Merci Mathieu. Donc parlons maintenant de la list box. Dans les versions précédentes de 4D, la propriété blank if null a permis d'améliorer la clarté en masquant les valeurs nulles pour les champs time dans les zones de saisie ou d'affichage. Cependant, cette fonctionnalité n'était pas dispo pour les colonnes de list box et les pieds de page jusqu'à maintenant. Donc avec la R7, vous pouvez appliquer cette propriété pour rendre vos données de list box plus propres et plus lisibles. Ensuite, donc la navigation dans les applications multi-fenêtres peut parfois être difficile, en particulier lorsqu'il s'agit de plusieurs formulaires ou documents. Mais dans la R7, la nouvelle commande Set Window Document Icon rend vos applications plus conviviables en vous permettant d'attribuer des icônes personnalisées à vos fenêtres, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc cela aide les utilisateurs à identifier et à basculer facilement entre les fenêtres, ce qui permet de gagner du temps et de réduire la confusion. C'était deux petits points rapides. On va continuer d'éplucher quelques questions. Une question sur le Data Explorer en mode édition, c'est déjà le cas, hein. Le Data Explorer vous permet déjà de modifier vos données, de créer des enregistrements, de les supprimer, etc., etc. Donc c'est déjà le cas. Une question à propos de l'intégration de l'intelligence artificielle. Ne vous inquiétez pas, nous travaillons dessus. Vous verrez des choses euh, très, très sympathiques prochainement. Je ne vais pas en dire plus. Permettre à l'éditeur 4D de s'enrichir via des plugins. Bon, pour moi, les macros, ça couvre un peu déjà cette thématique-là. Très bien. Et si vous ne savez pas faire, il y a un blog post là-dessus. Cherchez Data Explorer et vous trouverez. Oh là là, beaucoup de questions. On va les garder. On va les garder pour après. Ouais, ouais. Et on va continuer avec 4D Write Pro. Donc voilà, la gestion des sections et sous-sections dans un document peut parfois devenir complexe, en particulier lorsqu'il s'agit de les supprimer ou bien de réinitialiser leurs attributs. Les nouvelles fonctionnalités de la RSAT simplifient ces tâches, permettant ainsi aux utilisateurs de gagner du temps et d'éviter les problèmes de formatage. La nouvelle commande WP Delete Section permet de supprimer complètement le contenu et les propriétés d'une section sans provoquer de décalage d'index ou de fusion non souhaitée, garantissant qu'au moins une section reste dans le doc. De plus, une action standard pour la suppression demande une confirmation à l'utilisateur et permet de supprimer une section à la fois. Et la commande WP Delete Subsection supprime tous les attributs associés, y compris les entêtes et les images ou zones de texte ancrées. La commande mise à jour WP Reset Attributes permet la suppression simultanée de tous les attributs pour les sections ou ces sections, elle rétablissant ainsi aux propriétés héritées. Et allez, voyons de quoi il s'agit dans ces démos de Roland. La première démonstration montre comment supprimer simplement une ou plusieurs sections. Donc, une nouvelle commande dédiée a été créée qui s'appelle WP Delete Section. Donc, il suffit d'indiquer à cette commande le numéro de section à supprimer. Donc, n'oubliez pas simplement qu'un document contient au minimum une section et que les numéros de section sont dynamiques. Donc, ça dépend du nombre de sections. Vous pouvez supprimer n'importe quelle section dans n'importe quel ordre, à condition bien entendu que son numéro et donc que la section existe encore et que ce ne soit pas la seule section du document. Donc petit détail qui a son importance, les identifiants d'ancrage des images et des textbox aux sections qui suivent la section qui sera supprimée seront décrémentées automatiquement. Donc elles resteront automatiquement ancrées aux bonnes sections, vous n'avez pas à vous en soucier. Donc quand je fais delete section 1, ben c'est ici la première section est bien supprimée, donc il en reste deux derrière. Si je supprime à nouveau la section 1, c'est la section 1 qui est supprimée, mais qui était auparavant la section 2.
Et si j'essaye à nouveau de faire un delete section 1, là par contre ça marche pas parce que c'est la seule section qui reste dans mon document. Donc si je recharge mon document d'origine, je vais dézoomer un petit peu pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Voilà, ici, donc là j'ai la section 3 qui est en bas, je fais un delete section 3, je la supprime. Si j'essaye à nouveau de supprimer la section 3, là j'aurai une erreur parce que tout simplement la section 3 n'existe plus, je viens de la supprimer. Par contre, je peux à nouveau supprimer la section 1, et là c'est à nouveau terminé, il y aura une erreur si jamais j'essaye de supprimer l'une ou l'autre des sections, puisque c'est la dernière du document. Nous allons parler de la réinitialisation des attributs spécifiques aux sections. Donc ce qu'il faut savoir ou se souvenir, c'est que les attributs des sections sont fortement dépendants des attributs de documents. En fait, les sections héritent des attributs du document. Donc lors de la réinitialisation de ces attributs, en fait, ils sont réellement supprimés des sections. Et ils retrouvent donc par héritage les attributs du document. Donc pour une plus grande facilité d'utilisation, il est plus nécessaire de supprimer les attributs un par un. C'est ça la nouveauté en fait, c'est que la commande wp reset attributes à laquelle on devait forcément passer les noms des attributs à supprimer n'est plus nécessaire lorsqu'il s'agit de sections ou de sous-sections. Donc en fait, l'intérêt c'est que, en résumé, pas d'attribut égale tous les attributs. Donc ça ne marche qu'avec les sections, et on va le voir plus tard, avec les sous-sections également. Donc si je fais un clic sur Reset Section 1, il va perdre son fond bleu et ses marges vont être modifiées. Il va retrouver le couleur de fond du document et les marges du document. Pareil, le Reset Section 2, elle va perdre ses colonnes, elle va revenir en mode portrait. Et la section 3, elle va perdre son encadrement en rouge et puis ses marges vont redevenir normales également. Voilà, donc j'ai toujours bien 3 sections, mais les 3 sections maintenant n'ont plus d'attributs spécifiques et elles sont identiques aux attributs du document. Ensuite, donc avec la R7 toujours, la fonctionnalité des bordures visibles dans CAD Pro facilite la gestion des tableaux, même lorsque les lignes sont cachées ou que les cellules sont fusionnées. La propriété Visible Table Borders permet d'afficher les bordures internes et externes sous forme de lignes pointillées. Cette fonctionnalité est accessible via l'interface directement dans la barre d'outils ou la barre latérale pour un accès rapide. Vous pouvez activer ou désactiver cette option en un clic ou l'utiliser dans le code avec la commande WP SetView Properties. Et avec la R8, de nombreuses améliorations sont apportées aux commandes dans CAD Pro, ce qui rend les développements plus modernes, efficaces et plus faciles à maintenir. Ces mises à jour sont les suivantes. WP7 Attribute prend maintenant en charge les objets et les collections, comme montré dans l'exemple de code. WP Table Append Row gère maintenant les formules et les collections et renvoie l'élément de ligne ajouté. Cela simplifie considérablement les tâches de gestion des tables. WP Insert Picture est maintenant une fonction qui renvoie l'élément d'image inséré. De plus, elle accepte maintenant les objets files. Des commandes telles que WP Import Document, WP Export Document, WP Insert Picture et WP Add Picture ont été modernisées pour accepter les arguments 4D.file, permettant un code plus moderne. Pour une liste complète de ces mises à jour et de leurs applications pratiques, assurez-vous de consulter l'article de blog affiché à l'écran. Enfin, pour CAD Pro, nous avons publié un article de blog détaillant comment signer et vérifier facilement des documents dans CAD afin de garantir leur intégrité. En signant un document avec une clé privée et en le vérifiant avec une clé publique, vous vous assurez qu'il n'a pas été modifié. Si la signature correspond au document est intacte, sinon elle a pu être altérée. Le process est simple. La signature est ajoutée à la fin du doc et vérifiée avant son ouverture. Ce principe peut également être appliqué à d'autres types de fichiers, car la signature peut être retirée facilement si nécessaire. Donc, découvrez le blog post pour en savoir plus sur cette feature. Donc, comme on n'a pas de questions pour le moment directement sur CAD Pro, je te propose, Intissar, de continuer avec CAD Pro et puis on fera un wrap-up des questions Ça au marche. global à la fin. Donc, allez-y, posez vos questions pendant CAD Pro. Vas-y. D'accord. Donc, pour
la R7, on a la R7 qui apporte des améliorations majeures à KDView Pro avec Spread.js version 17.1. Principale nouveauté, déplacement et insertion de colonnes, lignes en glissant les en-têtes. Nouveau type de graphique, y compris les graphiques en cascade et des courbes plus fluides pour les graphiques linéaires. Insertion de graphiques à partir de sélections multiples. Plus d'options de collage spécial, style d'onglet de feuilles personnalisable, prise en charge de défilement pixel par pixel pour les événements de ligne colonne, alignement horizontal distribué du texte, préservation des états de tri Excel lors des imports. Donc, vous pouvez consulter le blog post pour découvrir tous les détails sur ces mises à jour. Et dans la R8, nous avons amélioré les flux de travail Excel avec de nouvelles options d'exportation et d'importation pour WP Export Document et VP pardon, Import Document. Vous avez maintenant plus de contrôle sur vos fichiers exportés, comme l'inclusion de SIE, des formules, des entêtes figées et la protection par mot de passe. Du côté de l'importation, nous avons ajouté des options pour gérer les styles, les formules, les références dynamiques et les paramètres de recalcul, offrant ainsi plus de flexibilité. Donc, ce sera tout pour 4D Vue Pro. Et on fait le petit focus, puisque malgré le temps que ça a pris, on ne pouvait pas tout vous partager aujourd'hui. Vas-y, continue, Tissa. Oui, donc voilà, comme Mathieu vient de dire, alors que nous approchons de la fin de cette présentation, je tiens à mettre en avant quelques fonctionnalités puissantes que nous n'avons pas eu l'occasion de détailler, mais qui méritent vraiment d'être explorées. Donc, avec la R8, nous avons introduit des mises à jour importantes, notamment l'extension KDE Debugger pour Visual Studio Code, qui permet de déboguer le code KDE directement dans VS Code. Nous avons également simplifié le process de l'autorisation macOS avec une nouvelle structure de composants pour un déploiement plus fluide. La sécurité a été renforcée avec la validation des autorités de certif pour la communication client-serveur et les sessions singletons dans la RSAT facilitent la gestion des données spécifiques aux utilisateurs. Donc, pour plus de détails, consultez le blog KD. À toi, Voilà. Oui, merci. On approche de la fin. On va passer en revue les quelques dernières questions avant de se quitter. Alors, c'était un webinaire chargé hein, parce qu'on couvrait deux feature releases cette fois-ci. La prochaine fois, on ne traitera qu'une seule version de 4D. Là, l'idée aujourd'hui, c'était de faire la transition. Et maintenant, on vous présentera les nouveautés de 4D pendant les phases bêta plutôt que après le début après la livraison de la version. Ça vous permettra d'avoir un aperçu des fonctionnalités en avance par rapport à aujourd'hui. Une question sur la liste hiérarchique en objet, c'est une demande de feature. Alors, je vois là dans les questions, vous êtes beaucoup à demander des fonctionnalités. Alors, c'est bien de les demander, ce n'est pas l'endroit, je vous le dis. L'endroit pour demander des nouvelles fonctionnalités, c'est plutôt sur notre forum, dans la section feature request. On la regarde souvent, tous les jours presque. Donc, allez-y et puis faites votre lobbying, votez. Et il faut être plusieurs à voter. Et quand on a suffisamment de votes, on regarde ce sujet-là plus spécifiquement. Donc, voilà. L'IA, j'ai déjà répondu. C'est pour quand? C'est pour bientôt. Proposer une fenêtre en anglais, c'est pareil. Faites-nous vos demandes sur le forum. Expliquez-nous. Là, vous avez 2 lignes. Sur le forum, vous avez beaucoup plus de place et de temps pour vous exprimer. Quels sont les plugins qui seront abandonnés dans un futur proche, 2 à 3 ans? Alors, 2 à 3 ans, ce n'est pas un futur proche. Je suis bien incapable aujourd'hui de vous dire ce qui sera abandonné d'ici 2 à 3 ans. Euh, une autre remarque sur nos exemples de code qui ont l'air petits sur vos tailles d'écran. La prochaine fois, on zoomera. Proposition d'un outil d'analyse de code. Faites-nous votre proposition sur le forum, discutez-en. Euh, discutez-en. Pas de souci, on est ouvert à tout. Échangez sur le forum. D'ailleurs, vous avez peut-être des collègues qui ont implémenté ça de leur côté. Quand un code lisible sans les encapsulations liées à la localisation,
J'ai du mal à vous... Ah, je crois savoir... pour être plus précis dans votre question, mais pareil, parlez-en dans le forum, interpellez-nous, donnez-nous un exemple. Je crois voir de quoi vous parlez. Mais là, comme ça, je ne suis pas certain de moi et je pense qu'on n'a pas trop le temps. Euh, Peut-on voir les classes disponibles d'un composant depuis la base haute? Oui. Moi, oui, on les voit. Ça dépend ce que vous entendez par classe disponible, mais moi, vous les voyez. Enfin, Fabrice va vous répondre. Parfait. On a des travaux en cours en plus sur le sujet des composants. Pour en avoir plus de documentation, en plus des démos à temps limité. Pas sûr de comprendre. Je ne sais pas si c'est une remarque pour le prochain webinaire. Bien sûr, là, tout ce que vous avez vu, on va vous le repartager en tout cas. Et puis, vous avez beaucoup d'exemples comment dire, de code et d'applications sur le blog. Je ne sais pas si c'est ce à quoi vous faites référence. Les documents Write Pro sécurisés permettent une communication entre 4D uniquement, point d'interrogation. Bon, Roland est en train de répondre, mais l'idée, c'est bien de vous assurer que si vous sortez un document 4D Write Pro de votre écosystème 4D et que vous, par exemple, souhaitez plus tard le réimporter, c'est d'être certain que pendant le temps où le document est sorti de votre contrôle, qu'il n'a pas été modifié par quelqu'un ou quelque chose. L'idée, c'est d'être certain que, par exemple, ce soit votre application qui a produit ce document. Donc, votre application peut signer chaque document qu'elle exporte. Et de cette façon, vous vous assurez qu'il n'a pas été modifié. Et s'il a été modifié, donc si la signature ne correspond plus, vous êtes toujours en capacité d'ouvrir ce document. Là, c'est à vos risques et périls. Peut-être qu'il faut le mettre dans un SAS, peut-être qu'il faut contrôler ce qu'il y a à l'intérieur avant de le réaccepter dans votre application. C'est vrai pour CAD Pro, enfin, c'est vrai pour n'importe quel type de document. Euh, Vous devriez, par exemple, avoir un antivirus hein, si vous stockez des documents Word, par exemple, ou des PDF. Voilà. Me fait dire que le téléchargement des bêtas est actuellement en panne. J'imagine que euh, notre équipe est sur le coup pour régler ce problème-là. Bientôt terminé parce que là, on arrive au bout. La signature n'est pas intégrée dans un export PDF, point d'interrogation. En fait, vous pouvez le faire. La mécanique qu'on vous présente et qui est présente, en fait, qu'on vous explique dans le blog, en fait, vous pouvez l'implémenter sur tous vos documents. En fait. Pas uniquement les documents Write. On a pris un document Write comme exemple, en fait, mais, parce qu'en plus, c'était une question qui nous avait été posée. C'est un cas concret, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel type de document. Je suppose que c'est ce que Roland est en train de répondre. Nous avons 20 minutes, nous sommes 20 minutes en dehors de l'horaire. Donc, on va doucement, je vais laisser les product owners terminer leurs réponses. C'est comme à la fin du bac. Il reste 10 minutes. La cloche va sonner. Donc, je vais aller lentement vers la conclusion. Bien évidemment, vous avez l'adresse du blog. Alors, consultez-le, je vous l'ai dit, il va y avoir beaucoup d'articles, notamment sur Codely. Donc, allez les regarder. Vous allez avoir une série de 6 ou 7 articles de blog qui vont vous présenter comment l'application Codely que vous avez vue en tout début de cette présentation a été réalisée. Donc, allez-y et vous aurez aussi tout le code de cette application. Donc, vous avez beaucoup de lectures en perspective. Euh, voilà. Vos retours, bon, on vous demandera votre avis. Alors, ne dites pas trop que les polices de code étaient un peu petites parce qu'on va se faire taper sur les doigts. Non, je rigole. Faites-nous vos retours. On essaye toujours d'améliorer la formule. Vous avez remarqué, depuis quelques webinaires, on essaye de faire davantage de démonstrations.
On espère que ça vous permet de mieux comprendre les nouveautés. Voilà, mais on essaye constamment d'améliorer la formule. Donc voilà, c'est grâce à vos retours. Et puis, je pense que doucement, on va vers la fin. Donc, merci à vous. Et puis, voilà, c'était ce premier webinaire de l'année. Donc, à très bientôt pour le prochain. Il va y avoir la musique bientôt. Merci. Laisse un peu la musique, Intisar, cette fois. Ça m'a choqué. Merci à vous.